bienvenue à ce webinaire cyberattaque anticipée pour ne pas subir. Alors pour me présenter brièvement, je suis Corentin Leveugle, directeur du développement pour la région Ouest chez LCL. Donc j'ai particulièrement en charge l'un support commercial auprès des équipes et le développement des partenariats, et en particulier avec BC et Allemande présents à ce webinaire. Alors avant de leur laisser la parole pour qu'ils se présentent à leur tour, je voulais tout d'abord vous remercier de votre participation. Il y a eu de nombreux inscrits à ce webinaire, je pense, preuve s'il en fallait encore, de l'intérêt, du sujet et surtout de son actualité. Ce que je vous propose dans un premier temps, donc, c'est de laisser la parole à Philippe Loudneau, afin qu'il se présente plus en détail. Philippe? Bonjour à tous. Donc Philippe Loudenot, je suis délégué cybersécurité pour le Conseil régional des Pays de la Loire. La région des Pays de la Loire est la première à avoir mis ce type de poste et à créer ce poste de délégué cyber. Nous commençons à être suivis par les autres régions et mon rôle donc c'est de promouvoir la cybersécurité au profit des entreprises et des collectivités. Très bien. Merci, Philippe. Rémi, je te propose de prendre la parole? Très bien, bonjour, Rémi Bottin. Je suis, directeur synergie et développement chez BC. BC, nous sommes conseil en assurance, courtier, on travaille uniquement avec les entreprises et nous sommes très investis sur ce domaine du cyber depuis, maintenant 7-8 ans, parce que c'est pour nous un enjeu majeur et on ne communiquera jamais assez et je pense que vous comprendrez à l'issue de ce webinaire un peu la complémentarité, des différentes personnes qui sont là et l'intérêt qu'on a à continuer à tous se prémunir, à tous se défendre face à cette menace qui ne cesse d'augmenter. Très bien, merci Rémi. Nicolas, à ton tour. Bonjour à toutes et à tous. Donc Nicolas Guillou, je suis directeur associé chez Almond, en charge des activités sur le Grand Ouest. Almond est une société spécialisée en cybersécurité et qui a pour objectif d'accompagner les entreprises, donc en particulier sur la région Grand Ouest pour ce qui me concerne, dans la réduction de leur exposition au risque cyber. Très bien. Merci Nicolas, merci à tous les trois. Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. Et alors, pour certains, ça paraîtra un peu surprenant qu'un banquier commence à s'exprimer sur ce sujet. Ceci étant, c'est pas sans raison, puisqu'aujourd'hui, LCL, au travers de son programme Smart Business, déploie un certain nombre de thématiques, et en particulier celui de la cyber, pour accompagner au plus près nos clients. Alors en effet, un banquier s'exprime sur ce sujet tout simplement pour plusieurs raisons. La première concrètement, c'est que au quotidien, nos équipes accompagnent les entreprises et donc tout ce qui touche à l'entreprise nous intéresse évidemment, et toutes vos préoccupations en tant que responsable ou collaborateur d'entreprise, forcément, on s'y intéresse également et on essaye d'être présent à vos côtés là-dessus. Ça, c'est le 1er point. Le second point, c'est qu'évidemment, en tant que, on va dire peut-être, tiers externe à vos entreprises, on a également un devoir d'alerte. Dans le sens où concrètement, on se rend compte sur le terrain, d'un certain nombre de problématiques auxquelles vous devez faire face, et inévitablement, il est important pour nous, qu'on puisse diffuser l'information et passer ces messages. Et enfin, évidemment, vous le savez, en tant que banquier, nous sommes également prêteurs dans la plupart du temps. Et c'est vrai que pour nous, il est important, et c'est notre métier, de nous attacher à la résilience des entreprises et de voir dans quelle mesure, on va dire, ces impacts cyber dont on parle peuvent venir contrecarrer, on va dire, les projections ou en tout cas le futur de nos entreprises. Donc pour ces trois raisons-là, il était important que je puisse prendre la parole en ce début de webinaire. Et évidemment, on aura l'occasion de rentrer plus dans le cœur du sujet. Soyons clairs aujourd'hui, au travers de LCL Smart Business, on essaye à la fois de dresser un constat et un accompagnement sur les incidents cyber et toute la cybersécurité, mais ce ne sont pas que ces sujets-là, puisqu'on s'attache également à tout ce qui est transformation et transition énergétique, et à travers ça, tout ce qui vont être les problématiques de RSE. On a pour cela, soigneusement testé et sélectionné des partenaires. On en a 2 présents aujourd'hui, Almond et BC. Nous travaillons également avec Greenflex, GCI et Tenaxia. Voilà.
Maintenant, si on revient sur l'aspect purement cyber, concrètement aujourd'hui, pas une semaine sans incident cyber. C'est votre quotidien, c'est notre quotidien aussi. Il faut savoir, s'y préparer, anticiper au mieux, et donc inévitablement ce webinaire, va essayer de tenter et de trouver des réponses à ces sujets-là, et c'est pour ça que, on va dérouler et s'attacher à ces sujets. Alors tout d'abord, peut-être un petit panorama à ce stade et un baromètre des risques 2021. Une enquête, annuelle est faite par Allianz, et au titre de 2021, une nouvelle fois, les risques cyber, vous voyez, apparaissent en deuxième rang, dans les principales menaces qui touchent nos entreprises. On a évidemment tout ce qui est interruption, de business qui arrive également. On l'a vu avec une problématique de matières premières et puis, la crise sanitaire qui nous a, durement touchés. Ceci étant, les risques de cyber aujourd'hui, c'est une réalité et malheureusement, ça ne va pas en faiblissant. Quelques chiffres pour illustrer tout cela. Le premier, concrètement, c'est que 51 des grandes entreprises françaises qui ont été attaquées aujourd'hui, rapportent concrètement que le coût pour elles était de l'ordre de 458 000 €, donc en moyenne. Inévitablement, là aussi, ça traduit bah, on va dire le coût immédiatement pour les entreprises et plus globalement, pour toutes les cibles de ces cyberattaques. Deuxième chiffre, 6 sur 10. En effet, 6 entreprises attaquées sur 10 ont connu un impact sur leur business. Alors, c'est un impact financier, mais ça peut être aussi également des impacts indirects sur leur business model même et sur la capacité à produire, à délivrer, on va dire, leurs prestations. Et enfin, 37 des intrusions, enfin une augmentation de 37 des intrusions, cette dernière année, plus de 1000 cas recensés par l'ANSSI. Concrètement, là aussi, ça traduit inévitablement cette, surenchère, on va dire, ces derniers temps de toutes ces attaques. Voilà, donc 3 chiffres pour un constat qui est assez clair, heu, que l'on avait déjà partagé en 2020, qui se poursuit en 2021. Le risque cyber est un élément majeur aujourd'hui, de la vie de nos entreprises. Il faut pouvoir, anticiper pour en effet ne pas subir. Je vais laisser la main, désormais à Rémi, il me semble. Non, pardon, Philippe, excuse-moi. Même à moi, je crois, Corentin, Ah pour bah, faire la Nicolas, la pardon. le trio complet, même si je ne doute pas que Rémi comme Philippe, serait à l'aise pour présenter cette planche. Merci pour ces rappels, Corentin, bah, qui montrent effectivement que l'enjeu est toujours, aussi fort et même de plus en plus présent. En termes de panorama, ce qu'on peut, présenter sur ce slide, c'est que finalement il y a 3 points, 3 enjeux, particuliers là qui sont à surveiller. Le premier, c'est que, on est face à des pirates qui sont de plus en plus efficaces. Il y a vraiment une professionnalisation du métier, avec des organisations, criminelles, qui sont, très efficaces, qui vont mettre à disposition des outillages, automatisés. Il y a des études qui sont sorties sur la rentabilité notamment des attaques par, rançongiciel ou ransomware et qui montrent que les rentabilités, sont très supérieures à ce qu'on peut obtenir par d'autres types de placements. Les attaques sont également diversifiées, comme tu l'as dit, hein, les statistiques qui ont été remontées par l'ANSSI montrent qu'on a de plus en plus d'attaques et de plus en plus de formats différents. Je crois une quarantaine de formats de ransomware sur l'année dernière qui ont été observés. Donc ça, voilà, déjà, on va dire que la profession, malheureusement est de plus en plus, efficace et équipée. À côté de ça, donc on avait, en termes d'enjeux, un historique qui était un enjeu, vraiment financier. Les attaques, notamment par les rançongiciels rapportent beaucoup d'argent et donc étaient une manne financière très importante pour ces organisations. On voit que, avec l'actualité récente, notamment la guerre, et essentiellement la guerre en Ukraine, qu'on finalement les enjeux également, politiques, étatiques même, prennent de plus en plus de place. La guerre qui est aujourd'hui quand même, encore, limitée à une guerre entre 2 États, d'un point de vue internet, elle est mondiale aujourd'hui. Il y a eu comment dire? Des groupements,
de hackers. Je pense notamment aux Anonymous. Alors, c'est parfois difficilement vérifiable ou attribuable, hein, pour des groupements qui sont par définition plutôt anonymes, mais qui ont mené des actions d'ampleur pour, par exemple, diffuser de l'information hymne ukrainien diffusé sur des chaînes d'information russes ou images des bombardements. Et ça, forcément, ça a un impact derrière. On se doute bien qu'il y a également des ripostes et que les pays alliés ou amis, en tout cas de l'Ukraine, peuvent également être exposés. Et donc voilà, tout ce contexte qui est quand même de plus en plus tendu, et à côté de ça, et on reviendra dessus, des entreprises qui sont, somme toute très vulnérables encore, avec une forte dépendance au système d'information, en particulier avec les 2 dernières années, la crise du Covid qui a vraiment accéléré le volet transition numérique. Donc forte dépendance au SI qui est concrètement indispensable, SI donc système d'information indispensable au fonctionnement des entreprises. Et en même temps, et on reviendra également sur ces éléments, finalement un manque de travail sur ou de temps, hein, d'investissement. C'est pas toujours évident de tout faire, mais sur la préparation, la prévention, la sensibilisation, et ce qui rend forcément les entreprises très, très vulnérables à ces cyberattaques. Donc voilà en termes de contexte, je passe la alors Philippe, tu voulais rajouter un point, je te laisse la parole. Oui, simplement un petit mot pour compléter le propos de Nicolas, notamment sur la vulnérabilité des entreprises. C'est qu'aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que beaucoup d'entreprises, enfin la majorité des entreprises, sont devenues numérico-dépendantes. C'est-à-dire que sur des gestes élémentaires, on ne sait plus faire sans les outils numériques aujourd'hui. Ou alors à un coût humain et de temps qui est tel que c'est juste inimaginable. Merci Philippe. Peut-être que Corentin, tu peux passer au slide d'après et passer la parole à Rémi. Merci beaucoup. Alors, Philippe a parfaitement raison et c'est vrai qu'on voit que c'est de plus en plus compliqué de faire le plan B manuel pour revenir en arrière. Les gens n'ont pas connu cet aspect manuel des choses et le plan B. Voilà, un graphique que j'utilise souvent. Ça permet un peu de visualiser si jamais le pépin arrive et de commencer à se préparer. On voit bien que cet aspect gestion de crise et se préparer à la crise, le fameux anticiper pour ne pas subir, c'est commencer à se projeter. Et quand on se projette, généralement, on se rend compte que tous nos plans de continuité et de reprise d'activité n'ont pas forcément été toujours bien pensés. Donc voilà, ça c'est une modélisation un peu de ce que c'est qu'un sinistre cyber va apporter comme préjudice et où est-ce qu'il apporte des préjudices. Et il y a plusieurs éléments qui me servent. Déjà, le premier point, c'est que si vous regardez l'abscisse, ça me permet déjà de dire que sur le premier volet qui déstabilise le plus l'entreprise, qui sont les pertes d'exploitation, votre entreprise ne va pas fonctionner. Vous allez être fortement déstabilisé pendant 3 semaines. Et ça, c'est un élément qui malheureusement est à préciser parce que on a souvent des entreprises qui sont très optimistes par rapport à leur retour à la normale. Philippe l'a soulevé. Donc, le retour à la normale est compliqué. Donc, il faut se dire déjà, de toute façon, c'est une modélisation, donc c'est globalement juste, mais à l'unité d'affaires, faux. Mais en tout cas, il faut se dire que ça va durer un peu et que je vais être fortement déstabilisé pendant au moins 3 semaines. Et vous voyez après que la désorganisation résiduelle peut encore durer un peu longtemps. Mais en tout cas, il faut se dire, pendant 3 semaines, ça va être dur. Là, je vais être fortement impacté sur mon business. Ça va représenter 60% de mon préjudice, globalement, les pertes d'exploitation. Ensuite, deuxième point, c'est une crise, il va falloir la gérer. Donc, il va falloir des moyens humains. La déclinaison des pompiers quand on a un incendie, c'est là, c'est des personnes qui arrivent. C'est des gens comme Almond qui vont regarder est-ce que le virus est là, est-ce que les sauvegardes sont bonnes, est-ce qu'on peut les réintégrer, est-ce qu'on teste. Si on ne paye pas la rançon et si on repart from scratch, on reconstitue les datas. Enfin, tous ces éléments-là. Et vous voyez ce deuxième élément là sur cette courbe de gestion de crise au départ et ensuite de reconstruction et sécurisation du SI, du système d'information, pardon, qui prend aussi du temps homme et donc de la ressource sur lequel ça coûte un peu d'argent. Et en plus, comme tous ces sujets sont éminemment généralisés, la ressource, on en a de plus en plus de mal. Et d'ailleurs, on réfléchit beaucoup avec la gestion, avec la région, c'est comment on arrive à avoir plus de ressources en cybersécurité. On a besoin vraiment beaucoup de personnes et il faut envoyer nos jeunes dans cette voie d'avenir. Vous voyez apparaître aussi un autre élément, la communication. C'est-à-dire que quand on a une crise, on a une communication. Et une communication il faut s'y préparer, comme toujours, c'est qui va prendre la parole. Et on a deux types de personnes différentes sur lesquelles il va falloir communiquer. Il y a l'extérieur, bien évidemment.
mais également l'intérieur, hein. Vous imaginez que si vous avez vos salariés qui du jour au lendemain ne peuvent pas travailler, eh ben, sur les réseaux sociaux, ils vont expliquer qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas travailler, ils sont partis faire autre chose parce que leur boîte est plantée. Tout ça, ça fait du buzz. Eh ben, il faut se préparer. Et ça se prépare en amont. C'est de se dire comment je les contacte, quelle communication je peux leur donner, quels éléments d'information, comment je les rassure. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de s'être fait attaquer. En revanche, on lui reprochera de ne pas avoir été transparent. Hein, donc tout ça, ça se prépare. C'est peut-être pas la personne auquel vous pensez naturellement qui va être la plus habilitée à prendre la parole. En plus, il faut l'entraîner pour aussi, elle aussi, qu'elle soit à même de le faire et avoir cette habitude de parler avec des médias. Et vous voyez ensuite apparaître un peu plus dans le temps des aspects, les courbes vertes de responsabilité, hein. Vous avez, notamment si vous êtes en B2C, les notations, le RGPD et donc les amendes qui peuvent arriver parce que vous avez de la data personnelle qui est sortie. Ben, ça va peut-être vous coûter un peu d'argent et peut-être ensuite d'autres attaques en responsabilité un peu plus loin parce que vous faites partie du supply chain de quelqu'un. Vous avez un donneur d'ordre, vous avez plusieurs clients qui vous disent bah, maintenant, moi, le fait que toi, tu aies été planté, bah, moi, ça m'a occasionné un préjudice et je te demande de repartir dessus. Donc, ce graphique-là, il est bien parce que c'est du visuel et ça permet de montrer que ça va durer, qu'on a plusieurs postes de préjudice et que dans ces différents postes de préjudice, il va falloir s'y préparer d'une façon différente. Voilà. Corentin, si tu veux bien passer au slide suivant, qui va nous permettre un peu de structurer maintenant comment on va travailler. C'est on repart en fait d'une démarche de risk management assez classique. C'est de vous dire que vous avez un pépin. Donc là, au centre de ce cercle, j'ai mis qu'on a une cyberattaque, mais ça peut être une indisponibilité des systèmes d'information parce que le recettage s'est mal passé, hein. C'est exactement la même chose. Et Philippe l'a expliqué, on est très système d'information dépendant et Nicolas aussi l'a précisé. Donc c'est vraiment de se dire, j'ai une atteinte à mes systèmes d'information, je dois gérer une crise, je dois reprendre mon activité et je dois évaluer et indemniser les préjudices. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a toujours à peu près la même démarche. Il faut sensibiliser la gouvernance. Donc, on a un premier pavé. Le premier risk manager d'une boîte, c'est le patron qui va devoir toujours au quotidien allouer les ressources aux bons endroits. Donc, c'est de se dire où est-ce que je dois mettre en priorité mes ressources, qu'elles soient financières ou temps homme, sur quelles sont les menaces les plus importantes. Hein. Donc, le graphe que j'avais avant, ça permet un petit peu de visualiser et de se projeter dans cette crise et de commencer à y penser. Et là, je dois quand même le dire, et on prendra d'ailleurs, vous verrez les pavés les uns après les autres au cours de cette présentation. Sur la gouvernance, on est vraiment passé du pourquoi au comment se protéger. Et on a vraiment le avant Covid où il fallait expliquer aux patrons pourquoi il fallait mettre ce dossier en haut de la pile, pourquoi cette menace était vraiment importante pour eux. Maintenant, je pense qu'ils l'ont tous intégré. On a vu récemment que c'est passé même devant le risque pandémique. Donc le risque cyber, je pense que le patron maintenant est bien sensibilisé là-dessus. Mais en revanche, il se pose une question, c'est comment je fais pour m'en préoccuper. Et donc dans le comment, vous voyez apparaître en bas à droite tout ce qui va être prévention-protection. Donc la prévention dans une menace, c'est j'évite que le pépin arrive. Et protection, s'il arrive, il me fait moins mal. Donc ça, c'est des éléments qu'on va aborder dans cette présentation. Ensuite, quelle est mon exposition? C'est de se dire une fois, si jamais ça arrive, et là encore une fois, je reviens au graphe précédent, c'est de se dire, quels dégâts, si jamais ça arrive, je fais tout pour que ça n'arrive pas, mais si ça arrive, quels dégâts ça fait chez moi et quels dégâts ça fait chez les autres. Donc là, on va commencer à calculer quel est les préjudices maximum que je vais pouvoir avoir à indemniser aux uns et aux autres ou des préjudices que j'ai moi-même. Et c'est là où se posera la question de si j'ai bien maîtrisé, si j'ai pas grand-chose, je peux peut-être le conserver en propre. En revanche, si c'est trop important, si on commence à parler de millions d'euros, il faut peut-être que j'aille sur le marché de l'assurance pour essayer d'aller chercher une solution. Et là, je vous expliquerai aussi un petit peu où on en est sur ce marché de l'assurance et comment il est actuellement. Et j'ai mis en une phrase un marché restreint et très sélectif. Hein. C'est-à-dire que forcément, on va devoir vous interroger. Donc, on va revenir sur tous ces points. Et si tu veux bien passer au slide suivant, Corentin, sur cet aspect gouvernance. Donc moi, je vous ai expliqué vraiment que j'ai vu un changement, mais radical là, depuis 2 ans. Et ce qui est toujours important, c'est de bien montrer que ce n'est pas un risque technique. Je dirais si on fait un entretien et qu'il y a uniquement le RSSI ou le DSI qui est autour de la table, tant qu'on n'a pas le patron, qui est là, c'est le patron qui va se dire ah, ce sujet-là, il est important, je vais dépenser de l'argent pour me protéger, je vais dépenser de l'argent
et du temps homme pour réfléchir si j'ai besoin d'une solution de transfert à l'assurance. Donc de toute façon, il faut revenir, c'est primordial, il faut que ces sujets soient apportés par la gouvernance. Hein. Ce n'est pas uniquement un sujet technique et ce n'est pas uniquement quelque chose que doit porter sur ses épaules le DSI et le RSSI. J'ai terminé pour ma partie et Corentin, je te passe la parole. Ouais, tout à fait. Juste pour, faire un peu un retour terrain sur ce sujet-là, parce que c'est vrai que nos chargés d'affaires, nos équipes d'une manière générale sont quand même aux côtés des entreprises et donc, ils le constatent cette prise de conscience. Concrètement aujourd'hui, dans les gouvernances des entreprises, on voit que le sujet, n'est plus un sujet lambda, bien au contraire. La difficulté que l'on peut voir, c'est concrètement, on n'a pas, dans toutes les entreprises, des SI, des RSSI et cetera. Donc c'est vrai le sujet du comment derrière arrive assez rapidement. Heu, Au vu de l'ampleur du sujet, au vu du risque et des enjeux financiers, de notre point de vue, il y a tout lieu, on va dire, de pouvoir créer aussi, sans doute des chantiers transverses sur ces sujets-là, mais en tout cas d'anticiper au maximum pour vraiment passer au comment. Voilà, c'était un petit peu le message que je voulais passer sur ce point gouvernance, mais concrètement, on voit quand même que nos entreprises, maintenant en ont bien pris conscience. Tu peux peut-être passer à la planche Ouais, suivante. tout à fait. Et Philippe, je te Oui, laisse d'abord intervenir. oui, sinon, oui, sur la partie gouvernance, effectivement, ce que disait Rémi et ce qu'a répété Corentin, c'est vraiment un sujet de directeur et de direction. C'est un sujet COMEX, c'est pas un sujet technique. Je pense que malheureusement, la sécurité numérique a souffert pendant trop d'années d'une vision purement technique. Donc c'est un problème technique, c'est un problème de technicien, et on laisse ça aux techniciens. Et du coup, les RSSI ou les DSI sont vus comme des empêcheurs de tourner en rond dès lors qu'ils parlent de sécurité. Donc aujourd'hui, il faut inverser ce paradigme et revenir, je dirais, un petit peu au tout début, où à l'époque on parlait de sécurité des systèmes d'information, ça remonte à plus de 20 ans, où on fait tous ces plans-là. Et la sécurité doit être prise en compte avec les métiers. Ce sont les métiers qui portent le risque, et celui qui porte le risque in fine, c'est le directeur de la structure. Donc c'est vraiment à eux d'impulser, je dirais, la prise en compte de la maîtrise des risques numériques. Merci Philippe. Et puis dans ce que tu dis, ce qui est aussi vrai, c'est que dans l'état actuel, avec un responsable sécurité ou un responsable informatique qui est très mis en avant, là, le poids est lourd, hein, sur les épaules. Donc il y a besoin que ce poids-là, il soit partagé et porté justement par la direction et qu'il ne repose pas uniquement sur le service informatique. Donc quelques éléments pour appuyer tout ce qui vient d'être dit, à savoir le rapport 2022 du CESIN. Donc le CESIN, c'est un club qui rassemble des experts en sécurité, donc qui fait des études très intéressantes, assez visuelles comme vous pouvez le voir, publiques, hein, que vous pouvez récupérer sur internet pour montrer l'état de la menace cyber. Hem, donc ce qui est alors en limite éventuelle, c'est qu'on parle d'entreprises qui ont d'une part une certaine maturité, une certaine taille. Donc c'est quand même 280 la société qui ont répondu à l'étude, mais avec une dominante d'entreprises qui sont quand même, grosses ETI et plus. Ça permet de voir, cependant que, bah, oui, il y a eu un travail qui a été fait de façon importante et qui est en progression, à la fois sur les moyens de prévention, des incidents, donc les réflexions autour des risques, mise en œuvre d'une feuille de route, cyber et un certain nombre d'actions derrière, des moyens de détection, notamment avec l'utilisation d'outils, type EDR, pour mieux détecter les incidents cyber, et que concrètement, bah, sur ces 2 volets, on est voilà, sur des niveaux de satisfaction qui sont, à plus de 70 et qui vont dans le bon sens. Mais si on regarde, ce qu'on a bien dit anticiper pour ne pas subir, donc bah, le fait de limiter le risque d'occurrence de l'attaque, c'est déjà un premier bon point. Néanmoins, elle a quand même de fortes chances d'arriver, et dans ce cas-là, il faut être capable d'y répondre. Et là, pour le coup, les entreprises se sentent quand même beaucoup moins à l'aise, pour le faire. On voit que, finalement, pour, répondre à l'attaque ou pour, reconstruire le système après l'attaque, bah, le niveau de confiance baisse, fortement, et est plutôt, autour de 50. Donc, il y a, voilà, quelque chose de rassurant sur la prévention, mais encore beaucoup de travail sur le volet, notamment gestion de la crise. Et c'est appuyé par cette deuxième statistique.
qui montre que finalement, oui, il y a eu quand même une forte progression. On voit plus 11 d'entreprises qui ont mis en place un programme d'entraînement à la cybercrise, donc qui ont mis en place une simulation de crise cyber. Mais si on regarde après les statistiques, finalement, que 17 qui le réalisent, de façon régulière et surtout, une majorité finalement qui ne l'ont pas fait et dont certains même qui n'envisagent pas de le faire. Donc voilà, il y a un travail encore, très important sur ce volet-là parce que finalement c'est, le fait de ne pas la préparer, ça la rend quand même beaucoup plus douloureuse quand elle survient et comme n'importe quel incident et donc il y a vraiment un besoin de renforcer ce travail-là. Rémi, je te laisse reprendre, peut-être la parole, Oui, oui, sur cette pour parole. introduire. Donc là, on va mais la sécurité n'est plus une option et c'est là où on va voir et ce qui est important, c'est aussi, si je reprends par rapport à cette gouvernance, c'est de leur donner un peu des outils sur par quoi je commence. Je commence par quoi? C'est ça qui est important, c'est, la cybersécurité, il y a plein de sociétés qui en font, et nos patrons sont paumés par rapport à ça. Donc ce qui est surtout important, c'est de leur donner une ligne de conduite ou quelque chose qui leur permet de se projeter dans cet élément de protection et on le voit souvent et ça rejoint un point qu'a soulevé Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire, nous, ce qu'on trouve super intéressant, c'est la cartographie des systèmes d'information, des applicatifs, c'est-à-dire de comment le système d'information est impliqué dans ma chaîne de valeur. Et ça nous permet de travailler parce que ça permet de réfléchir vraiment sur l'activité de la société, les systèmes d'information dedans, et donc si les systèmes d'information sont plantés, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est un élément qui est hyper important et qui va guider après plein d'autres éléments. Mais je vais vous laisser parler un petit peu de tous les éléments qu'il faut voir et qu'en plus, sachez-le, c'est qu'on va devoir aussi porter sur le marché de l'assurance pour le compte de nos clients, hein, puisque nous sommes le mandataire du client, c'est-à-dire d'aller expliquer comment nos clients se sont structurés par rapport à ces éléments-là. Et c'est important d'avoir une ligne de conduite et d'avoir une démarche structurée en la matière. Par quoi commence-t-on? Philippe, Alors, je te passe la parole. alors effectivement, ce cercle est relativement, Riche. relativement complet, avec des choses qui peuvent faire peur. On verra par la suite qu'on peut faire beaucoup plus simple, et heureusement d'ailleurs. Mais ce que vient de dire Rémi est hyper important. La cartographie, savoir quels sont les joyaux de la couronne que l'on doit protéger. Et à un moment donné, voir quels sont les bijoux de pacotille que l'on peut laisser tomber ou les bijoux qui n'ont plus de valeur qu'il faudra laisser tomber. Vous avez eu des grandes attaques, dont certaines que j'ai été amené à gérer dans un ancien poste. C'est à un moment donné discuter avec les métiers et leur faire comprendre que ça ne sert plus à rien de perdre de l'argent, de l'énergie pour essayer de remonter un système qui de toute façon est mort. Donc il faut être capable d'avoir identifié ce que l'on peut amputer de ces systèmes d'information. Donc, la cartographie, c'est vraiment quelque chose, c'est un des points primordiaux. Et puis, on parlait de sensibilisation, c'est également sensibiliser effectivement l'ensemble des acteurs, faire de l'ensemble des acteurs les maillons forts de la sécurité. Alors, ce cercle, vous l'aurez, vous pouvez l'avoir. Maintenant, il est possible de faire beaucoup plus simple en la matière. Et la simplicité en la matière est toujours de très bon goût. Avec derrière toujours garder en tête que la prévention, c'est comme en médecine, la prévention coûte moins cher que le curatif. Nicolas, si voilà, sur Merci Philippe, donc je suis tout à fait en phase avec ta dernière citation. On a vu, effectivement des incidents récents, qui sont liés à des mesures de sécurité vraiment simples qui ont malheureusement pas été mises en place et l'incident coûte effectivement beaucoup plus cher que la mise en place de certaines mesures de prévention. Donc il faut plutôt travailler sur ce volet-là. Ce qui est intéressant, c'est que pour travailler dessus, finalement, il y a beaucoup de littérature et même littérature, le terme est peut-être pas bon parce qu'on est sur des éléments qui sont plutôt concis. Je pense notamment au travail, de l'ANSSI, donc l'ANSSI étant l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, donc le bras armé de l'État pour, nous défendre finalement contre ces cyberattaques et publier déjà au minimum un guide, en partenariat avec la CPME sur les 12 pratiques de base et un guide un petit peu plus riche qui s'appelle le guide d'hygiène informatique. Là, on passe à 42 mesures
mais qui est finalement l'équivalent un peu des gestes barrières, qui a été nommé comme ça avant la crise sanitaire d'ailleurs et qui porte très bien son nom. Donc l'idée était de faire ressortir, certaines mesures, de ces, guides, qui sont à la fois très importantes à mettre en œuvre, relativement simples, en tout cas que vous pouvez, en passant par vos prestataires, normalement habituels, prestataires informatiques, équipe informatique interne, prestataires type éventuellement infogéreur, mettre en place et sur lequel un certain nombre d'outillages également existent. En premier élément, je vais reprendre, je vais également te reciter, Philippe. Finalement, il y a une réflexion sur les risques. Donc c'est-à-dire, ce qui va différencier aujourd'hui un incident, bon, qui est toujours désagréable, hein, mais d'un incident catastrophique pour une structure, ça va être l'attaque de ses actifs, stratégiques, ses actifs essentiels. Ce qui est vraiment important, les joyaux de la couronne, comme tu l'as dit. Et donc pour ça, il faut être capable de reprendre, son activité. Donc il faut être capable de restaurer correctement, ses sauvegardes. Ça, c'est vraiment, la première mesure. On l'a mise là avec, donc des règles qui existent, hein, de multiplier les supports de sauvegarde, d'en séparer certains, du système d'information pour être, absolument sûr de pouvoir, repartir. Philippe, tu veux peut-être ajouter un élément sur ce point? Juste sur les sauvegardes, gardez à l'esprit également, parce qu'on parle toujours de cybersécurité, et avec l'arrivée de ce néologisme, on voit souvent les attaques. À peine arrivé dans les Pays de la Loire, j'ai accompagné une société qui avait qui voulait vraiment faire le grand pas vers le numérique et qui a mis toutes ses données chez un grand hébergeur français, en oubliant que dans son contrat, qu'il fallait vérifier les possibilités de sauvegarde. Malheureusement, cet hébergeur a brûlé pour partie dans l'est de la France et cette petite boîte vendéenne a tout perdu. Et je vous laisse imaginer derrière les démarches vis-à-vis notamment des administrations françaises, l'URSSAF par exemple, expliquant que l'on n'a plus de données, ni financières, ni quoi que ce soit, et aller expliquer avec une réponse de l'administration qui est extraordinaire en disant oui, nous comprenons bien, montrez-nous les justificatifs. À partir du moment où il n'y a plus de justificatif, que tout a été dématérialisé, voilà. Pensez également au basique, ce que disait un ancien directeur de l'ANSSI, revenez aux fondamentaux. Et donc l'attaque, oui, c'est à prévoir, mais également prévoir tous les incidents donc, qui portent atteinte à la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité de vos données. Merci, Philippe. Je rebondis très rapidement sur une remarque de Christophe en chat. C'est un vrai sujet, pertinent, en lien avec finalement justement ces prestataires informatiques qui sont là pour mettre en œuvre, des outils, un outillage si possible sécurisé, et qui peuvent être parfois en difficulté et un peu jugés partis pour effectivement auditer leurs propres pratiques. Donc je partage, bon évidemment on fait de l'audit, en cybersécurité, je ne peux que abonder dans votre sens. Mais c'est vrai que, certaines structures, plutôt, fournisseurs de services, infogérance, peuvent, également proposer, ce type de prestations. Donc parfois avec un certain talent et certaines compétences, hein, encore une fois sur des chantiers basiques, je pense qu'on peut faire certaines choses, mais on ne peut que vous recommander, de vous faire accompagner par une structure indépendante, pour réaliser ce type d'activité. Je discutais avec un chef d'établissement d'un grand groupe scolaire, hier, qui m'expliquait que, voilà, sur les fonctions, finalement toutes leurs fonctions, stratégiques, si on prend par exemple les fonctions financières, ils sont accompagnés par des experts externes, par des œils extérieurs, comme, commissaire aux comptes, expert comptable par exemple, et que finalement le volet informatique sécurité, c'était le seul jusqu'à aujourd'hui sur lequel il n'y avait pas d'accompagnant externe. Hem, donc voilà, la parenthèse étant pour l'instant refermée, mais sujet très intéressant. Voilà, si on revient sur les stratégies de protection, donc on a, encore une fois là, des basiques qui sont mises en avant, qui vont permettre de travailler à la fois, on va dire votre posture cybersécurité, c'est-à-dire, votre exposition au risque cyber et en essayant de limiter cette exposition et d'autre part, la propagation d'une éventuelle attaque qui encore une fois peut vraiment, arriver. Donc ça passe par des actions relativement simples de mise à jour d'équipements. C'est quand même dommage d'avoir des équipements de sécurité, de ne pas les patcher, enfin, et surtout ce qu'il faut se dire, c'est que les pirates finalement regardent en premier lieu les mises à jour qui sont fournies par tous les éditeurs, et c'est pour ça, hein, que vous avez des demandes de mise à jour très régulières
et ils font du rétro-engineering, ils regardent les failles qui sont corrigées et ils vont les exploiter en priorité. Donc ça, c'est vraiment un des éléments où c'est très dommage de ne pas le faire parce que l'effort est minimum, même s'il faut l'organiser au niveau de l'entreprise et pour le coup, les portes d'entrée sont vraiment connues de tous. Heu, un autre point évidemment stratégique, c'est sur la gestion de l'authentification, savoir si la personne qui se connecte est bien la personne prévue, et donc ça passe par de l'authentification forte qui est quand même, assez facilement mise en place sur, les outils qu'on utilise le plus comme par exemple, une des, les suites logicielles. Bon, il y en a une qui est citée sans qu'on ait de billes spécialement là-bas, mais c'est qu'elle est la plus répandue sur Office 365. C'est de faire du cloisonnement pour éviter la propagation de l'attaque. C'est évidemment de sensibiliser les utilisateurs. On voit beaucoup d'attaques aujourd'hui, hein, qui passent par un mauvais clic, une maladresse et avec des utilisateurs qui sont très exposés, qui peuvent être responsables aussi et en difficulté derrière et en même temps qui n'ont pas d'informations. Il faut les former, leur donner les bonnes pratiques. Vous avez là-dessus des fiches sur, le site, Cybermalveillance notamment, qui sont très, bien faites et que vous pouvez utiliser et diffuser auprès de vos salariés. Donc cartographier son SI, connaître tous ces éléments et réduire cette surface d'attaque, pas forcément laisser trop de portes ouvertes encore une fois vers l'extérieur. Nommer un référent pour engager, votre structure, dans une démarche sécurité. Il faut un pilote de cette activité-là. Et puis la gestion des droits. Encore une fois, on est sur la partie plutôt, on va dire, propagation et c'est d'éviter, que pour un poste compromis, un mauvais clic peut-être d'une personne, qui n'a pas forcément un rôle stratégique ou de direction au sein de l'entreprise. Si les autorisations sont mal gérées sur le réseau, malheureusement, l'attaquant peut avoir très facilement accès à l'ensemble des informations. Donc encore une fois, toutes ces mesures peuvent être mises en place avec, la plupart, des prestataires. C'est des mesures qui sont recommandées, c'est pas la sécurité, by Almond, hein, c'est la sécurité, recommandée par l'ANSSI et avec un certain consensus sur les bonnes pratiques à mettre en place et donc pour, garder, comme vous l'avez dit tout à l'heure Christophe, cette indépendance, vous pouvez déjà lister, les points qui vous semblent stratégiques qu'on a cités ici et puis, demander à ce qu'ils soient mis en place et éventuellement, si vous le pouvez, le contrôler vous-même ou le faire contrôler par un tiers pour vous assurer, que le travail a été correctement fait. Donc voilà sur bon c'est une liste, pour démarrer, mais qui vous permettra d'être déjà, mieux a priori qu'aujourd'hui et peut-être mieux que le voisin. Philippe? Voilà. Et puis voilà, et en dehors des bons conseils, donc je suis arrivé dans les Pays de la Loire à la suite d'une intervention en 2019 qui avait été organisée au niveau du conseil régional. La région, depuis 2019, porte une attention très, très particulière à la sécurité du numérique. De toute façon, c'est dans le vent de l'histoire. Ça se fait au niveau européen, ça se fait au niveau de l'État. Et donc, effectivement, dans les challenges, faisant partie de ma feuille de route, c'est de pouvoir monter sur la région un satellite du campus cyber, puisqu'il y a un campus cyber qui se monte au niveau national, mais également et particulièrement pour les entreprises, de monter ce que l'on appelle un CSIRT, donc qui est l'équivalent d'un SAMU cyber, donc un point d'entrée pour pouvoir déclarer les incidents et être orienté vers les bons prestataires, vers les bons interlocuteurs pour gérer au mieux et au plus rapide l'incident. Cette mise en place de ces CIRT est importante. J'avais eu la chance de travailler sur le premier CIRT sectoriel qui a vu le jour pour le monde de la santé. Cela a fait tache d'huile puisqu'il y a d'autres CIRT qui vont se monter au niveau sectoriel. Il y en a un qui s'est monté sur le maritime. Et en discutant avec l'ANSSI, effectivement, vous avez deux dispositifs. L'ANSSI, aujourd'hui, qui s'occupe essentiellement des opérateurs d'importance vitale et des grandes administrations. Cybermalveillance, auquel les Pays de la Loire ont tout de suite adhéré, et c'est la seule région aujourd'hui à avoir adhéré officiellement à cybermalveillance. Et effectivement, c'est pouvoir occuper le terrain sur les derniers kilomètres. D'abord, à avoir des gens de proximité connaissant l'écosystème. Et donc, voilà, ça fait partie des choses qui devraient voir le jour d'ici fin 2022, début 2023. Donc, la mise en place d'un CSIRT de façon à, ce qui a été dit tout à l'heure par Nicolas, de pouvoir mutualiser des ressources qui sont relativement rares et donc de pouvoir gagner en partant du principe que si seul on a l'impression d'aller plus vite, ensemble on va beaucoup plus loin. Et c'est ensemble qu'on pourra y arriver.
Et juste pour préciser dessus, par rapport au CCIRT, nous sommes membres du club ETI de Loire qui est créé depuis janvier. Et dans les priorités, il y a cette transformation digitale et il y a cette cybersécurité. Et nous considérons qu'il est important de pouvoir mobiliser nos RSSI sur ce CCIRT avec donc de donner du temps, mais pour recevoir de l'expérience et de pouvoir tous se protéger de façon mutuelle. Donc c'est hyper important pour nous et c'est super de pouvoir avoir un CCIRT régional qui nous permettra à tous d'être plus résilients. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. On faisait déjà partie de France Cyber Maritime et on le voit aussi que ça a du sens au niveau des filières. Mais je pense que d'un point de vue régional, c'est vraiment, vraiment ultra pertinent. Merci beaucoup, Philippe, en tout Et cas, un de autre porter ce projet. avantage que je n'ai pas cité, c'est qu'effectivement, la région des Pays de la Loire comporte différentes écoles qui sont toutes labellisées, ce que l'on appelle SECNU-MEDU, donc labellisées par l'ANSSI. Et il est un petit peu désespérant en discutant avec les étudiants d'avoir une vision où, pour eux, la cyber, c'est uniquement Paris ou l'étranger. Et donc, à un moment donné, le CCIRT sera également l'occasion de leur mettre le pied à l'étrier par des stages ou des alternances et vous proposer éventuellement également donc des alternants ou des stagiaires parce qu'il y a de très très belles écoles dans l'égérienne en matière de cybersécurité. Oui, tout à fait. Je reviens un petit peu toujours sur mon cercle, on en est maintenant, et ça, c'est un élément qui va aussi reboucler sur le reste. C'est de se dire quelle est mon exposition. C'est compliqué de se protéger quelque chose qu'on a mal évalué. Donc c'est là on va commencer, on va réutiliser bien évidemment tout le questionnement issu de ce graphe qui dit un petit peu ce qui se passe, quels dégâts chez moi et chez les autres. Donc on va, si tu peux passer un petit peu au slide suivant, Corentin, ça serait gentil. Donc on va se poser un certain nombre de questions, c'est-à-dire on va mettre des euros. Hein, et quand on commence à mettre des euros, c'est intéressant. Vous voyez aussi que par rapport à la réflexion sur le DSI, RSSI, lors de ces réunions sur quel est mon niveau d'exposition, il n'y a personne qui est capable de répondre tout seul à ces questions. Ça veut dire qu'on va mettre en face un spécialiste financier, un spécialiste de la production, un spécialiste de l'IT, un juridique. Et là, on voit apparaître, notamment par rapport à la réflexion de Philippe tout à l'heure, c'est quoi mes liens juridiques avec mes clients, mais aussi qu'est-ce que j'ai, moi, sous-traité, dans quelles conditions et dans quelle limite de responsabilité. Hein. Donc, une fois qu'on fait tout ça, on revient toujours sur notre chaîne de valeur, on regarde comment sont les systèmes d'information, les éventuelles délégations et voir si c'est protégé, pas bien protégé. On va se poser toutes ces questions et on va se dire, bah, en gros, il va falloir un peu d'argent pour gérer la crise. En fonction de mon organisation, bah, ça peut être plus ou moins important. Donc, dedans, il va falloir demander les bons capitaux aux bons endroits. Donc ça, c'est cette crise. Qu'est-ce qu'il me faut pour gérer cette crise convenablement? Encore une fois, il y a plein d'experts dedans. J'en ai une partie. Et de toute façon, c'est là où on voit la complémentarité. Hein. On aura une partie chez nous. Tu l'as spécifié aussi, Nicolas, il y en a d'autres. On a une question et c'est pour ça aussi que le CCIR est important, de retour d'expérience, de mise à niveau des compétences qui est important. Donc, il faut se laisser accompagner par des personnes qui iront plus vite au bon endroit et qui pourront juguler. Hein. On a une question de vitesse de réaction qui est hyper importante lorsqu'il y a une crise et de bons réflexes et au bon endroit. Donc, la crise, qu'est-ce que je vais faire pour gérer? Quels dégâts chez moi? Donc ça, c'est important et c'est là où on verra justement, je peux vous dire, et Philippe, tu l'as soulevé, c'est les plans B imaginaires. Hein. Tu l'as spécifié. Nicolas, au départ, c'est dans le CESA, tu as aussi quelque chose. C'est en gros, on est quasiment à plus de 80% des entreprises qui ont écrit un plan de gestion de crise. En revanche, ils sont à peine Rémi qui a été déconnecté et effectivement, enfin, ils étaient une minorité à l'avoir testé, mais il pourra terminer je pense, dès qu'il va se reconnecter, cette prise de parole. Hein. Donc excusez-moi. effectivement, il y a Voilà. le test. Voilà. Bah, voilà. Voilà. Rémi, tu parlais, je pense, avant que ça coupe du test de ce plan. Voilà, de test de ce plan qui était absolument pas fait, qui était fait que dans la moitié des cas. Donc, et c'est là où on se rend compte, le parallèle peut être fait, hein, c'est toujours avec les pompiers, ceux qui ont écrit dans une usine, mais tant qu'ils n'ont pas fait le test avec le camion de pompiers, bah, on se rend compte qu'entre la précédente intervention, il y a 3 ans, on a construit un nouveau bâtiment qui rend plus du tout la manœuvre du camion de pompiers possible, que du coup, on avait déplacé l'arrivée d'eau et qu'on l'a mise ailleurs. Donc, l'exercice de gestion de crise, il est primordial. Et tu notais, je crois, c'est 44%. Et encore dans les 44%, il y a certains
qui le testent comme ça. Donc, il faut imaginer ça pour voir un peu, pouvoir mettre des euros sur ces gestions de crise. Et généralement, quand on fait ce travail d'un point de vue transverse, ce qui est intéressant à voir, c'est que les uns et les autres s'enrichissent. C'est-à-dire, ils avaient une partie de l'information, ils se rendent compte que l'autre a une autre vision et ça les fait progresser dans leur process. Sachez par exemple que chez nous, le sujet de la cybersécurité est porté par le RSSI, bien évidemment, mais également par le contrôle interne. Parce que ça va être le même processus pour les fraudes, c'est de se dire en fait qu'est-ce que j'ai à protéger, comment je dois le protéger d'un point de vue physique, mais également d'un point de vue digital. Donc ces questions-là, quand on se les pose, quand on commence à mettre des euros, on commence à réfléchir à qu'est-ce qu'on a mis pour s'en protéger et pour protéger. Donc c'est là où c'est intéressant dans ces réflexions transverses dedans. Et bien évidemment aussi se poser les questions sur les clients. Et là, on voit bien que selon les activités, une question toute bête, hein, c'est au bout de combien de temps vos clients râlent-ils? Au bout de combien de temps ça commence, votre indisponibilité, commence à y aller. Et là, vous voyez bien, il y en a qui vont vous exprimer des secondes, l'autre des heures, l'autre des jours, voire l'autre des semaines. Donc, on voit bien que les organisations ne sont absolument pas les mêmes. Il y a des organisations qui, de par leur métier, sont très résilientes par rapport aux services qu'ils apportent à leurs clients. Il y en a d'autres, ce n'est pas du tout le cas. C'est le cas soulevé par Philippe d'un incendie, hein, donc ce n'était pas une attaque digitale, d'un incendie à l'autre bout de la France. On voit bien très bien que très rapidement, la prestation de service à tous leurs clients était indisponible. Donc, ce niveau d'exposition permet de se repencher sur mes priorités. Encore une fois, mes euros, je les mets où? On revient sur la cartographie, on revient sur ces pavés de qu'est-ce que je dois accentuer? Est-ce que c'est la sensibilisation de mes RH, de mes salariés? Est-ce que c'est ma gestion des sauvegardes? Est-ce que c'est une mauvaise externalisation ou un mauvais choix? Ayant toujours en tête qu'il n'y a pas que des hackers pour l'argent, il y a aussi l'intelligence économique. Hein. L'intelligence économique est un sujet qui est insuffisamment pris en compte par les sociétés françaises. Je suis toujours, dès que vous êtes ailleurs dans le monde, les gens font super attention à ça. Et on n'accueille pas des stagiaires, on ne leur donne pas tous les accès comme ça. Donc, c'est de se dire, l'intelligence économique est aussi quelque chose qu'il faut avoir. Vous n'avez peut-être pas noté, mais dans le schéma que je vous présentais tout à l'heure, il faut se voir, c'est que généralement, quand la crise arrive, ils sont là depuis 12, 18, 24 mois. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 12, 18, 24 mois? Donc, on se repenche sur ma chaîne de valeur, mes systèmes d'information et combien d'argent chez moi, les gars, chez les autres. Et tout ça va vous permettre de revenir sur le volet qu'on a abordé précédemment de la prévention et de la protection. Et je vois qu'il va avancer. Donc, on va passer peut-être maintenant à la planche suivante, qui est l'état du marché aujourd'hui. Je vais vous détailler un petit peu où on est le marché de l'assurance. Le marché de l'assurance, on n'est pas. Alors là aussi, on a un avant Covid, on a un après Covid, hein, très bête. Hein. Avant Covid, vous aviez plein de capacités, donc des assureurs qui prenaient facilement des dossiers avec un petit questionnaire très basique. Et pour tout ça, pour des primes qui étaient très faibles. Avec le développement, donc le Covid, accélération de la transformation digitale, un peu à la hussarde, sans trop se protéger. Donc, d'un point de vue global, un point de vue assurantiel, pour 1 euro touché, ils ont payé entre 2 et 3 euros selon les assureurs. Donc, ils disent, je ne vais pas confondre chiffre d'affaires et rentabilité, je vais peut-être arrêter de prendre des dossiers qui ne sont pas sérieux. Donc, ils ont fait plusieurs choses. Donc, on a un marché de l'assurance frileux. Sachez que alors, dans les ETI, le rapport Amrae dit qu'il y en a 1 sur 10 qui est assurée. Nous, on comptait sur les tranches un peu plus importantes qui ont déjà des RSSI, plutôt 1 sur 3 qui était assurée. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un marché en création avec peu de personnes qui sont assurées. Donc, on revient au sujet gouvernance, pas sensibilisée. Et dès qu'on est sur la strate du dessous des PME, alors là, on a quasiment très peu d'assurance. Donc, les assureurs se sont dit, moi, déjà, ils se sont aperçus que dans les contrats qu'ils avaient, à chaque fois qu'ils payaient la totalité des capitaux qui étaient mis dans les contrats. S'il y avait un contrat avec 1 million, 2 millions, 5 millions, ils payaient les 1 million, 2 millions, 5 millions. Donc, ça voulait dire déjà que l'évaluation du préjudice n'était pas la bonne, parce que ce n'est pas normal. Enfin, ça veut dire que vous avez toujours un sinistre total qui arrive. Donc, il y avait une mauvaise évaluation des préjudices. Donc, ils se sont dit, maintenant, on va un peu baisser les capacités. Donc, là où on pouvait trouver il y a 2-3 ans encore en centaines de millions d'euros, maintenant, c'est plutôt en millions d'euros et un dossier porté seul par une compagnie à plus de 5 millions d'euros, ça devient complexe. Donc, ça veut dire qu'ils vont dire, moi, je vais continuer à en faire parce que c'est le risque de demain. Je vais prendre moins d'engagement, c'est-à-dire que quand je vais passer un contrat avec un client, je prendrai moins de capitaux. Comme ça, si jamais je suis planté, ben, ça me fera mal, mais ça me fera moins mal que si j'avais donné plus de capitaux. Et une sélection accrue des dossiers. C'est-à-dire que là, on n'est plus du tout sur les questionnaires simples
dedans, les ratings, hein, on n'a pas parlé des ratings, donc le tour de la maison virtuelle pour voir un petit peu justement de la politique de patch management, si vous faites les mises à jour de sécurité, tous ces éléments-là sont importants. Mais c'est de dire que maintenant, vous avez vraiment des experts en cybersécurité dans les compagnies d'assurance qui vont focaliser sur les points suivants que vous voyez là en deux et qui résonnent, mais alors complètement par rapport au carré qu'il y avait tout à l'heure de présenter dans la protection et ce que je devais faire, c'est de savoir quelles sont les solutions de MFA, c'est-à-dire est-ce que tu as plusieurs clés quand tu vas changer quelque chose. Ceux qui ont un accès privilégié au système d'information, ils ont leur code, mais ils ont en plus un accès qu'ils reçoivent par une clé ou par un SMS. Enfin, ils ont un double accès, une double codification qui permet de se prémunir si jamais la personne arrive. Comme il n'y a pas ce système-là, ils n'arriveront pas à faire beaucoup de dégâts. La politique de patch management, donc la mise à jour de sécurité, est hyper importante. Et encore une fois, hein, vous êtes étonné de voir dans les grands groupes que la politique de cybersécurité, elle n'est pas homogène. C'est-à-dire qu'ils disent, ça, c'est la personne en local dans ma filiale qui gère. OK, très bien. Et vous vous rendez compte que il y en a 1 sur 10 qui fait bien, parce qu'il est sensibilisé, parce qu'il a ça, et que les autres, c'est pas fait. Donc, il faut dire, il y a des choses qu'il va falloir centraliser, il y a des choses qui doivent être en automatique, et on ne peut pas dire que, alors qu'on a des mises à jour de sécurité qui sont régulières, et Nicolas vous a expliqué qu'en plus, maintenant, c'est facile, c'est qu'on donne le mode d'emploi de où est-ce qu'il faut attaquer. Donc, finalement, les hackers, c'est encore plus facile pour eux. Donc, il faut vraiment le faire. La politique de sauvegarde, Philippe l'a bien précisé. La protection de l'Active Directory, c'est-à-dire que si on rentre, on ne puisse pas faire n'importe quoi. Hein. Encore une fois, 90% des pépins en 2020, c'était le phishing, l'hameçonnage, et c'est un salarié qui a donné avec ses codes l'ouverture de la société. Donc, il faut au moins pouvoir compartimenter et pas faire n'importe quoi. Les droits administrateurs, les EDR, donc les nouvelles gestions, les nouvelles gestions des antivirus avec du comportemental et qui tout de suite apporte une réponse à l'incident. Et le plan de gestion de crise, et c'est pour ça qu'on revient dessus, mais un élément qui est hyper important. Pourquoi? Parce que vous voyez que dans le plan de gestion de crise, est-ce qu'il est documenté, est-ce qu'il est testé, est-ce qu'il est formalisé? Et avec le rapport du Césin, vous dites qu'il y en a 80% qui ont écrit quelque chose, il n'y en a que la moitié qui l'ont testé. Donc vous pouvez bien imaginer que la moitié qui l'a testé est certainement plus vertueuse que celle qui ne l'a pas testée. Hein, et qu'en testant, généralement, il a réécrit la procédure et il a renforcé un certain nombre de moyens de prévention et de protection. Donc ça c'est, ayez en tête qu'actuellement, nous n'irons pas sur le marché de l'assurance en ne présentant pas un dossier super clair, super précis sur comment vous êtes structuré en matière de cybersécurité et comment vous êtes acculturé. Pour les plus gros dossiers, ce sont nos clients qui les présentent pour montrer à quel point c'est la gouvernance qui met ça au plus haut niveau et qui est capable d'en parler. Hein. Ce n'est pas le DSI qui va présenter le dossier, ça va être des personnes qui vont dire, voilà, on est trois autour de la table à vous présenter pourquoi c'est un sujet majeur et pourquoi et comment on s'est organisé et pourquoi chez nous, ça reste un aléa. Hein, parce qu'il y en a dans bon nombre de sociétés, on veut acheter une garantie vol pour des maisons qui n'ont ni porte ni fenêtre. Donc, des réflexions, en revanche, sur le monde de l'assurance, il y en a énormément en cours. Hein. Il y a eu un rapport qui a été fait par Valéria Formancian en octobre 2021 sur plein de choses. La prise en charge de la rançon. Vous avez vu hier que, a priori, l'État continuerait à permettre la prise en charge de la rançon, mais avec une obligation de porter plainte sous 48 heures, ce qui permettrait d'avoir un recensement des informations, parce qu'actuellement, et Philippe pourrait revenir dessus, on n'a pas toutes les informations de ce qui se passe, donc ça veut dire que c'est plus compliqué de protéger les autres. Donc ça permettrait d'avoir de façon beaucoup plus exhaustive tous les pépins qui sont arrivés, donc ça c'est bien. Dedans, il y a, donc on va se dire, est-ce qu'on paye les rançons? Deuxième chose, c'est de se dire, ce qui serait bien aussi, parce que moi, je suis chef d'entreprise, je mène des actions de cybersécurité, mais je vois vraiment que d'une compagnie à l'autre, vous n'appréciez pas la qualité des dossiers de la même façon. Ce qui est logique, hein, ils n'ont pas la même expérience, ils vont pas focaliser forcément sur les mêmes choses. Ça serait bien quand même d'avoir un guide qui permettrait de dire, de toute façon, les assureurs vont s'interroger à ça. Et donc, de l'autre côté, si je fais ça, je serai à peu près prémuni. Donc, il va falloir aussi un peu structurer ce monde-là. Il va falloir aussi définir c'est quoi l'événement. Hein, actuellement, est-ce qu'une attaque par un gouvernement est-ce que c'est une guerre? Est-ce que ça peut être pris dans un contrat? Est-ce que c'est l'objet? Donc il va falloir aussi un peu clarifier les conditions de ce que c'est, de ce qu'on protège. C'est quoi la définition d'un système d'information? Contre quels événements? Qu'on soit aussi plus clair dessus. Et le développement des bonnes pratiques, parce que là aussi, vous voyez ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui pendant 1 heure, ce que Philippe fait à la région pour développer ça, c'est de se dire, il y a plein de littérature, il y a plein de préconisations de ci qui existent
depuis très longtemps, il y a cybermalveillance qui est là, il y a plein d'outils partout qui ne sont pas utilisés. Donc, il faut aussi que les gens soient responsables et utilisent ça. Donc, développons un peu toutes ces bonnes pratiques pour pouvoir réussir à retrouver des conditions d'un vrai aléa. Donc, des sociétés françaises plus résilientes qui se préoccupent de sujets dans lesquels c'est vraiment devenu un aléa, donc l'assurance pourra jouer. Et chacun apportant sa pierre à l'édifice de la cyber-résilience. Voilà un petit peu sur ce marché de l'assurance. Donc, actuellement, sachez que dans 9 cas sur 10, on parle pas trop d'assurance. Hein. On va surtout parler de c'est quoi les préjudices, c'est combien d'euros et combien on va y aller, mais c'est surtout à quel moment et quelles sont les mesures de prévention et de protection qu'il va falloir d'abord développer avant d'aller sur le marché. Et il ne faut pas aller trop tôt sur le marché de l'assurance si on n'est pas bien préparé. C'est toujours le problème de ne pas pouvoir faire on n'a pas 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression. Et donc, c'est important de bien se préparer. Donc, tout ça, c'est une démarche. Et voyez bien, c'est du temps homme, c'est de la ressource, c'est de l'énergie, c'est de l'argent. Et tout ça, ça vous permettra d'être plus résilient. J'ai terminé pour ma partie. On va à peu près je crois qu'on va arriver sur la conclusion. Dernier slide, si tu veux Bah, bien, Corentin. Peut-être même quelques questions Tout à fait. sur enfin, on en a eu au fil de l'eau, mais si vous avez quelques questions à poser et pour qu'on puisse privilégier ça et puis éventuellement conclure derrière si elles ont toutes été posées. Bon, sachant que on est aussi, vous pouvez nous solliciter hein, après cette présentation sans aucun problème. Il y aura un envoi également du replay du webinaire et vous aurez nos coordonnées si vous voulez nous interroger sur les points qu'on peut aborder aujourd'hui. Donc, je vois pas tellement de questions dans le chat, en plus de ce qui a pu être déjà posé. Philippe, veux-tu amorcer la conclusion? On sera comme ça parfaitement dans les temps. Oui, effectivement, aujourd'hui, la sécurité numérique n'est pas un non-sujet, donc on est vraiment dans la maîtrise d'un risque qui est peut-être nouveau, qui ne l'est pas tellement d'ailleurs, mais qui n'a jamais été pris en compte en tant que tel. Et donc, effectivement, je pense que ça a été dit et rappelé, et que le message, j'espère, est bien passé. C'est vraiment un sujet de gouvernance. Ne parlons pas de technique pour de la technique. Et à la limite, si je voulais grossir le trait et être caricatural, je dirais que la cybersécurité ne sert strictement à rien si c'est pris comme une fin en soi. Elle n'est là qu'au service des métiers et au service de la structure qu'elle doit défendre. Donc aujourd'hui, l'ensemble des textes qui arrivent et l'ensemble des moyens mis en place font que aujourd'hui, nous devrions avoir un niveau de maturité qui ne puisse aller qu'en augmentant. Donc, pour avoir un petit mot de conclusion, je pense qu'il faut voir aujourd'hui la cybersécurité non pas comme un poste de coût, et il y avait également des éléments d'études qui étaient plutôt rassurants par rapport à ça, mais comme un investissement. Investissement au moins sur 2 volets. Un investissement par rapport au fait que, comme on l'a dit à plusieurs reprises, l'incident et la gestion de l'incident coûtent très cher. C'est ça qui coûte cher et donc il faut mettre en place ces mesures de prévention. Et donc, si on regarde un incident qui a de fortes chances d'arriver et qui coûte très cher, finalement, les mesures de prévention mises en place dans des budgets raisonnables peuvent être considérées comme des investissements. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous pouvez le voir, il y a quand même une augmentation des attentes au niveau de la réglementation. Il y a eu le RGPD, il y a la mise en place l'année prochaine d'un cyberscore pour les sites internet. Il peut y avoir des exigences sectorielles également. Et pour continuer à être vu comme un partenaire de confiance par vos clients, par les consommateurs, il est nécessaire de montrer patte blanche sur le sujet et d'investir pour continuer à finalement mener correctement votre activité. Pour ma part, moi, ce que j'en vois, et c'est le slide d'avant, c'est vraiment cette contrainte et cette menace qu'on a actuellement. C'est l'occasion de se reposer vraiment la question de c'est quoi notre chaîne de valeur dans une entreprise et ce qu'on a à protéger. Et moi, je suis vraiment, vraiment étonné et agréablement surpris dans ces réflexions de cette maîtrise du risque par rapport à ce que disait Philippe. C'est certains clients se sont rendus compte de c'était quoi les joyaux de la couronne. Et c'était super intéressant, avec pas forcément d'ailleurs une
une exposition digitale hyper importante, mais en termes de contrôle interne, un vrai élément de prévention et de protection à mettre en place. Donc on a quand même une réflexion. C'est l'occasion pour les entreprises de découvrir que de toute façon, on est soumis à que les critères RSE, que les critères ESG, que cette attaque, on fait partie d'une chaîne, d'une grande chaîne, et que bah, une chaîne est forte de son plus faible maillon. C'est-à-dire que si on est faible, de toute façon, on aura un problème et on pourra plus répondre au marché, on pourra plus répondre aux appels d'offres, on sera insuffisamment protégé. Donc c'est vraiment l'occasion de se remettre en question, de retravailler sur son organisation, d'être plus performant et de développer des outils de productivité, de rentabilité et d'efficacité. Donc c'est vraiment il faut le prendre vraiment comme une formidable opportunité de se reposer les bonnes questions. Et pour, te rejoindre Rémi, moi en guise de conclusion, je dirais, simplement que en tant que banquier, on est, inévitablement aussi, très en regard de ce qui est fait sur ces risques cyber, dans la mesure où concrètement, c'est aussi la performance, que l'on juge extra-financière qui vient là-dessous et pour nous, c'est très important de savoir dans quelle mesure nos clients ont pris, mesure de ce risque-là et ont mis en œuvre, on va dire, toutes les solutions pour justement anticiper au maximum. Donc voilà, ça reboucle un peu avec ce que tu viens de dire, et c'était important, de mon point de vue, de le signaler. Écoutez, on arrive un peu au bout de notre, webinaire. Évidemment, vous aurez la possibilité, de reprendre contact avec, chacun d'entre nous, si jamais vous aviez des questions, des remarques. Là, pour ne pas, bousculer trop les agendas, je vous propose qu'on en termine là. Encore une fois, un grand merci à tous, de votre participation. On espère, tous, que, bah, cette heure passée ensemble aura permis, d'éclairer, certains points, de rappeler, des notions, j'aimais bien le terme d'hygiène tout à l'heure, sur ces sujets-là. Donc évidemment, n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Bonne journée à toutes et à tous et merci pour votre attention. Bonne journée, au revoir. Très bonne journée à tous.